La musique africaine, c'est sur Akoum Radio 98.3. Vous êtes sur Akoum Radio 98.3. En partenariat avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, retrouvez Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs sur Akoum Radio 98.3 FM. Tous les lundis à 10h, rediffusés les mercredis et vendredis à 10h, ainsi que les lundis, mercredis et vendredis à 15h. Yemi, votre partenaire de santé publique. Yemi, votre partenaire de santé publique. Bonjour à tous, bienvenue à tous sur Akoum Radio, la radio des sonorités africaines, 98.3 Libreville au Gabon. Vous êtes sur Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs et Dr Angué Marcia, épouse Pémangoy, médecin conseil de l'émission. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes Facebook, Instagram et maintenant TikTok et sur www.akoumradio.fm. Alors, le 8 mars dernier, à l'instar de la communauté internationale, le Gabon a célébré la Journée internationale des femmes avec pour thème cette année « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». De ce fait, nous avons décidé d'être acteurs et d'investir dans la promotion de la santé des femmes, dans le but, bien entendu, d'accélérer les progrès vers l'égalité des genres. Alors, aujourd'hui, nous abordons un sujet qui affecte des millions de femmes à travers le monde et le Gabon n'est pas en reste. Il s'agit de l'endométriose. Alors, qu'est-ce que l'endométriose ? Pour certains, vous le savez déjà, c'est cette maladie donc complexe, souvent méconnue et difficile à diagnostiquer, qui représente un défi majeur pour la santé des femmes au quotidien, tout simplement. Alors, pour en parler, je reçois Dr Abigué Marcel, chirurgien pédiatre, et Madame Mutsinga Yes, présidente de l'association Endofi. Ensemble, nous vous expliquerons l'endométriose de façon simple et claire, car c'est important que tout le monde puisse comprendre ce qu'est réellement cette maladie, mais surtout apprendre ce que vous pouvez faire pour soutenir les femmes qui en souffrent. Mais avant, pause jingle. En partenariat avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, retrouvez Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs sur Akoum Radio 98.3 FM. Tous les lundis à 10h, rediffusés les mercredis et vendredis à 10h, ainsi que les lundis, mercredis et vendredis à 15h. Yemi, votre partenaire de santé publique. Yemi, votre partenaire de santé publique. Vous êtes sur Yemi, votre émission de santé publique. Alors, comme annoncé, en mars, nous nous intéressons à la santé des femmes et aujourd'hui, nous vous parlons de l'endométriose. Mais avant d'aller plus loin, prenez 2 secondes et imaginez-vous chaque mois vivre avec une douleur persistante qui ne vous quitte jamais vraiment. Une douleur qui s'aggrave pendant les règles, pendant les rapports sexuels ou même pendant les défécations. C'est ce que ressentent de nombreuses femmes touchées par l'endométriose, mais cette maladie va bien au-delà de ces douleurs physiques. Et pour en parler, nous recevons donc nos 2 charmantes invitées, donc Dr Abigué, bonjour. Bonjour. Et Madame Mutsinga. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est très important et encore très mal connu. Donc, avant d'aller plus loin, docteur, qu'est-ce que l'endométriose ? Allez-y. Alors, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui peut être chronique, inflammatoire et qui atteint toutes les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire toutes les femmes qui ont leur première menstrue, elles peuvent être atteintes d'endométriose. D'accord. Et quels sont les symptômes ? Comment reconnaître justement la maladie ? Comment savoir qu'on l'a réellement ? Comment savoir qu'on a de l'endométriose ? C'est déjà faire attention à certains symptômes, notamment avoir des règles douloureuses, invalidantes, c'est-à-dire la caractéristique c'est qu'elle devrait être invalidante. Où la jeune fille a ses règles ou la dame a ses règles et puis elle ne peut rien faire de la journée, c'est-à-dire elle s'est accompagnée de vomissements, de douleurs pelviennes, c'est-à-dire douleurs au niveau du bas-ventre, elle ne peut pas marcher, elle ne peut rien faire de la journée, fatigue chronique en deuxième, elle a des saignements abondants au point où les gens pensent peut-être qu'elle a avorté ou bien... À ce point. Oui.
Alors, il y a des douleurs à la défécation, comme vous avez dit tout à l'heure, des douleurs au moment d'uriner, des douleurs en fait, s'il y a si ces nodules-là sont allés ailleurs, au moment de la période des règles, elle aura aussi mal. À d'autres endroits. Effectivement. En dehors du bas-ventre éventuellement. Effectivement. D'accord. Et normalement, avoir des règles douloureuses, c'est normal ou pas finalement ? C'est pas normal. Donc dès l'instant on a des douleurs pendant les règles, ça sous-entend qu'il y a un problème. Oui, quand même, parce que c'est physiologique d'avoir ces règles, mais d'avoir une douleur intense pendant la période de règles, il faut se dire qu'il y a quelque chose. Sur une échelle de 1 à 10 à partir de 5, il faut quand même se dire qu'il y a quelque chose, pas forcément d'endométriose. Alors les douleurs pendant la période de menstru ne veulent pas forcément dire qu'il y a une endométriose, mais il y a quelque chose. On peut dire qu'on peut avoir de l'endométriose quelque part. Il peut y avoir un doute, effectivement. Alors, mais comment expliquez-vous en fait qu'aujourd'hui l'endométriose soit si peu connue ? Parce que beaucoup l'ignorent encore. Je faisais partie il y a encore quelques temps de ces personnes qui ne connaissaient pas réellement les symptômes de l'endométriose. Comment ça se fait que lorsqu'on va chez le gynécologue, par exemple, qu'on est assujetti à ces symptômes-là, qu'on ne nous détecte pas tout de suite l'endométriose ? Pourquoi ? Alors, il faut savoir que la leçon sur l'endométriose n'est pas très développée pendant les cours, du moins pendant le cursus scolaire du médecin généraliste, d'accord ? Et donc, il est aussi mal connu déjà du monde à l'international, et donc c'est une pathologie qui a pris plus d'ampleur de nos jours, et du coup les médecins n'ont pas forcément une connaissance approfondie sur la question, et donc tout de suite les douleurs ne vont pas nous emmener à penser à une endométriose. Et on va dire que les gynécologues au Gabon, de plus en plus on en parle, de plus en plus ils essaient d'avoir une connaissance moyenne du moins sur la question. D'accord. Et à partir de quel âge est-ce qu'on peut être touché par cette maladie ? Dès les premières ménages, c'est-à-dire si la petite fille a ses règles à 9 ans. Dès l'âge de 9 ans, c'est possible. Dès l'âge de 9 ans, c'est possible. Dès l'instant, on a les premières règles. Bien sûr, c'est possible. Et l'intensité de la douleur, elle est la même dès le début de la maladie ou c'est progressif ? C'est progressif. Chez certaines, la douleur elle est déjà intense depuis le début. Chez d'autres, elle va crescendo. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin dans la discussion, nous avons une deuxième invitée. Rebonjour, Madame Mutsinga. Rebonjour. Alors, vous êtes présidente de l'association Endofi. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, Endofi Gabon, c'est une association gabonaise qui a été créée en 2018 par des femmes atteintes d'endométriose, avec pour objectif de lutter contre l'endométriose et toutes les maladies gynécologiques potentiellement infertilisantes chez la femme. D'accord, donc il n'y a pas que l'endométriose qui peut être infertilisante chez la femme, il y a d'autres maladies. Exact. Il y a les SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, les chlamydia, les myomes, fibromes. D'accord, nous reviendrons un peu plus en détail sur les autres maladies parce que c'est tout aussi intéressant. Exactement. Alors, depuis quand est-ce que vous existez et où est-ce qu'on peut vous retrouver éventuellement, l'association Endofi Gabon ? Alors, nous existons depuis 2018 et nous étions situés, parce qu'actuellement nous sommes en plein déménagement, on va dire. Donc, nous étions situés à la base derrière le tribunal. D'accord. C'est là où se trouvaient nos locaux, et donc actuellement, pour le moment, on attend de pouvoir communiquer largement sur l'endroit où vous pourriez localiser. Mais on peut vous retrouver éventuellement sur les réseaux sociaux. Exactement. Nous avons une page Facebook, donc Endofi Gabon. D'accord. Vous pouvez facilement avoir plusieurs informations en ce qui concerne la pathologie. Alors, vous êtes présidente de l'association, donc je suppose, j'en déduis que vous êtes également touchée par l'endométriose. Exactement, si on s'en tient à mon introduction. Justement. Alors, donc, expliquez-nous un petit peu, comment est-ce que vous vivez avec cette maladie ? D'abord, à quel âge est-ce que vous avez été diagnostiquée ? J'ai été diagnostiquée il y a 10 ans, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus trop, mais il y a quand même un bon moment. Mais j'ai commencé à avoir des règles douloureuses très tôt, dès mes premières règles. Elles étaient très douloureuses. Et au point où, lorsque je suis arrivée à la maison, après mes premières règles, ma maman était un peu paniquée, j'ai envie de dire ça comme Pourquoi ? ça. Elle s'est dit, pourquoi elle a autant mal ? Est-ce que tu as fait quelque chose d'anormal ? C'est ce que j'allais vous demander.
ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'elle n'a pas soupçonné attention. un acte un petit peu déplacé? Parce que tu sais que quand tu as tes règles, désormais tu es une femme, donc il faut faire attention. Si tu vas avec un petit garçon, tu peux tomber enceinte et tout ça. Donc peut-être qu'au début, elle a assimilé un peu la douleur à ça. Et après, certaines personnes ont dû lui dire que bon, il y a des femmes qui souffrent des règles douloureuses. Et justement, elle a intégré ça, que oui, ma fille a très mal, mais bon, on lui a dit que ça passera avec le temps. Donc, je prenais de la viscéralgine, du Spasfon, ou c'est selon un antalgique qui me calmait de façon systématique quand même. Mais pas sur une durée suffisamment longue en fait, c'était momentané? Non, sur le coup quand même, mes premières règles étaient très douloureuses, mais après la prise de médicaments, ça allait mieux. Voilà. C'est juste qu'après, les douleurs sont allées crescendo, je pense. Donc 5 ans plus tard ou 6 ans, me retrouvant à la fac quand même, j'ai quand même eu le courage d'aller consulter un gynécologue. C'était la première consultation, on va dire, ou est-ce que vous en aviez déjà eu d'autres avant? C'était la première consultation. D'accord. Oui, il faut quand même dire que lorsqu'on grandit dans des familles un peu strictes, donc les enfants ont tendance à se replier sur soi-même, à ne pas vraiment échanger ou à ne pas partager plus que ça. Donc vous gardiez un petit peu les douleurs au fur et à mesure que vous rentriez dans l'adolescence? Oui, quand même, oui. J'ai quand même été beaucoup repliée sur moi-même, au point où donc ce n'est qu'à la fac donc j'ai consulté un médecin et le médecin m'a fait comprendre qu'il ne comprenait pas trop, il y avait quelque chose d'assez anormal, mais que je devais faire quand même mon enfant un peu plus tôt. Oui, comme ça. D'accord. D'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Et ça, moi je sors de là quand même un peu choquée, mais bon. J'appelle ma mère, je lui dis que j'ai quand même rencontré un médecin à cause de mes douleurs et tout, et puis il m'a dit que bon, il savait pas trop ce que c'était, mais quand même à l'échographie pour lui c'était pas clair, mais qu'il faudrait que je pense quand même à faire mon enfant un peu plus tôt, au risque d'avoir des complications plus tard. En bonne étudiante, focalisée sur son avenir, je suppose que vous n'avez pas suivi les conseils du médecin. Exactement, mais surtout la réaction de maman. Dites-nous. Mais non, écoute, tu vas d'abord finir tes études. Tu es sûre que c'est le médecin qui t'a dit ça ou bien voilà. Parce que tu as maintenant un copain, que tu veux déjà avoir des enfants et tout ça, mais bon, te presse pas, prends le temps qu'il faut et tout. Et puis on est resté plus ou moins carré, effectivement. On s'est dit, bon, tant qu'à faire, il faut terminer les études, avoir un bon boulot. En fait, en guillemets, le parcours de quelqu'un qui est assez carré, quoi. D'accord. Et donc, mais les douleurs allaient quand même crescendo. Lui, il m'a mis sous pilule. Parce qu'à l'époque, il disait que c'était des kystes. Et là, je parle sous le contrôle du médecin. Elle pourra modifier un peu plus tard. Justement, j'allais revenir vers elle. On disait que c'était des kystes. Donc, on vous donnait un peu des kystes pour réduire et tout ça. Peut-être qu'à l'époque, c'était donc des kystes endométriosiques. On n'en sait rien. D'accord. Mais justement, docteur, aujourd'hui que vous êtes docteur, parce que je suppose qu'à l'époque aussi, vous étiez un petit peu dans la même situation. Oui, un peu. Voilà. Donc, en tant que médecin, quand vous avez une jeune fille qui arrive comme ça, donc on a compris que la maladie elle est difficile à diagnostiquer, mais il y a quand même un examen qui permet d'avoir des résultats beaucoup plus fiables. Effectivement, il y a des examens qu'on peut faire. C'est d'abord une échographie endovaginale pour des formes déjà profondes. Ici, le personnel est déjà très connaît très bien déjà la pathologie de l'endométriose, peut facilement détecter par une échographie. Mais le plus sensible des examens, c'est l'IRM pelvienne. L'IRM pelvienne. Donc c'est une IRM un appareil qu'on introduit directement dans le vagin? Non. Comment L'IRM, c'est une grosse machine. D'accord, c'est vraiment comme le scanner. Oui, comme le scanner. Et puis il va plus en profondeur, il va sur les muscles, les ligaments et tout le reste. D'accord. Il va vraiment en profondeur. En fait, comme vous aviez dit pelvienne, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a une pénétration ou quelque chose. Pelvienne, ça veut tout simplement dire que ce sera une IRM pour de une région. cette zone. Voilà, très bien. Oui. D'accord, je pensais plus à l'échographie. Non. Voilà. Écoutez, à ce moment-là, comment ça se passe? Donc, on diagnostique chez la jeune fille.
si on n'a pas fait l'IRM, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle continue son train de vie? Est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce qu'il y a un traitement qui soulage ou pas? Oui, parce que la première chose au niveau de l'endométriose, le traitement, c'est d'abord de soulager la douleur. D'accord. Parce que la douleur, c'est le plus dérangeant, c'est le symptôme le plus comment dirais-je, plus handicapant. Le plus handicapant. D'accord. Et après, on voit l'évolution de l'évolution de la maladie sur la patiente. Alors, si elle peut vivre avec tout simplement des antalgiques, on la laisse d'abord et on l'observe, c'est-à-dire on la suivra sur un certain nombre de temps. Et si on se rend compte que les douleurs s'accentuent, la maladie ne fait que s'étendre à d'autres organes, par exemple, on lui proposera des traitements palliatifs, c'est-à-dire prendre de la pilule ou prendre carrément se mettre sous ménopause artificielle. Ça, c'est pour des femmes. Ménopause artificielle. Oui. Pour vraiment soulager la patiente. Soulager la patiente. Je pense que notre présidente elle pourra vous donner ce témoignage-là. Alors justement, est-ce qu'il y a différents stades d'endométriose? Oui, il y a plusieurs stades d'endométriose. Il y a une endométriose superficielle, endométriose profonde, endométriose sur les kystes, ce qu'on appelle endométriome. Et donc, il y a la dénomiose, les 4 stades. D'accord. Et quelles sont les conséquences justement de cette endométriose-là en fonction des stades? Je suppose que le premier stade, est-ce qu'il y a des risques? La dame, est-ce qu'elle peut faire des enfants? Est-ce qu'il y a des risques d'infertilité? Quelles sont les conséquences? Oui, il y a des risques d'infertilité. Je dirais d'abord qu'au-delà des stades, l'endométriose peut atteindre plusieurs organes. Et c'est en fonction de ça qu'on détermine le pronostic de la patiente ou le pronostic de la guérison. Par exemple, si la femme, l'endométriose a pris seulement l'étendue de l'utérus, alors si on retire, voilà pourquoi d'autres gynécologues diront que si on fera tout simplement une chirurgie et la patiente sera guérie. À ce moment-là, on la préserve déjà. D'accord. Et donc, si la maladie a atteint par exemple le rectum, atteint le diaphragme. Le diaphragme, c'est c'est la membrane en fait qui divise le thorax au ventre, bien sûr. Si ça atteint cette partie-là, il faut savoir que les cellules endométriosiques fonctionnent avec les hormones de la femme pendant la période menstruelle, et donc ils réagiront à ces endroits-là comme s'ils étaient dans l'utérus, c'est-à-dire qu'ils vont saigner à la période des menstrues comme s'ils étaient dans l'utérus. Alors on va se mettre à la place des auditeurs, on va imaginer. Parce que j'essaie de comprendre un petit peu. D'accord. Donc tout ça, ça se passe dans l'utérus. On est bien d'accord. Ça se passe dans l'utérus. Pendant la période des règles menstruelles. Il y a une muqueuse en fait. On va reprendre. Il y a une muqueuse en fait qui s'épaissit, c'est-à-dire qui grossit pendant que les hormones, les ovaires, la période de menstrue, parce que les hormones se sont déjà mis en ébullition. Et puis ça s'épaissit. Et s'il n'y a pas fécondation, ça se détruit, ça se désintègre. C'est ce qu'on appelle les règles. D'accord. Et lorsque ces règles-là, normalement, sont censées s'écouler hors de l'organisme, tout à fait, ne vont pas hors de l'organisme, ils vont se migrer ailleurs. Les petits caillots de sang vont se migrer ailleurs, c'est-à-dire sur le rectum, au niveau des reins, parce qu'il y en a au niveau du poumon. Ça peut aller partout dans l'organe de la... Et c'est ça qui crée réellement les douleurs. Les douleurs, en fait. Oui. Et ils réagissent comme s'ils étaient dans l'utérus, c'est-à-dire au moment de la période de menstruée arrive, ils s'épaississent un tout petit peu et puis se mettent comme s'ils allaient saigner sous le contrôle des hormones. Et la dame qui est atteinte justement d'endométriose commence à ressentir des douleurs. Commence à ressentir les douleurs, mais est-ce qu'elle a ses règles quand même? Oui, elle a ses règles. D'accord. Donc ça saigne simplement de partout. En fait. Voilà, en plus de là où ils se sont intégrés. D'accord, très bien. Et vous justement, Madame Mutsinga, donc il y a le diagnostic qui est posé. Vous commencez à suivre un traitement, on va dire. Non, le diagnostic il est posé longtemps après. Longtemps après, d'accord. Oui, le diagnostic il est posé longtemps après parce que entre le temps de finir les études, de trouver un boulot et finalement de chercher à avoir des enfants. Et là, en faisant un peu le parcours de toutes les structures hospitalières de la place, en voyant tous les gynécos, on me disait que c'était dans ma tête parce que je voulais tellement avoir un enfant que ça venait pas. Donc il faut prendre patience. Et donc j'ai quand même fait des examens approfondis, dont l'hystéro, c'est ça? L'hystérosapingographie. Exactement. Qui consiste
à voir si les trompes sont bouchées ou pas. C'est-à-dire si la perméabilité des trompes pour pouvoir... Exactement. Donc en faisant cet examen-là, c'était écrit juste en bas suspicion, myome, kyste, fibrome. En fait, ils ont cité toutes les maladies. Les possibilités. Voilà, exactement. Et donc je me suis baladée avec cet hystéro-là quand même pendant 5 à 6 ans ou 7 ans, j'en sais rien. Et un jour, une amie me dit, il y a un médecin, je te le conseille, il m'a suivi pendant ma grossesse. Je connais un peu tes difficultés, vas-y quand même, il pourra être utile. Et donc je vais avec d'ailleurs tout mon dossier. Et là, il prend l'hystéro, il me dit, vous avez mal durant vos règles? Je dis oui. Il me dit, vous avez de l'endométriose. Mais tiens, je vais quand même vérifier, on va faire l'écho. Parce que si déjà ça se voit à l'hystéro un peu, ça veut dire que... Et donc on fait l'écho, il dit, je confirme, vous avez une endométriose. Et donc, de façon sec, il me dit, je pense que vous n'auriez pas d'enfant. Ah là là. Et donc je sors de là un peu quand même... Tout dépité, forcément. Voilà, un peu choquée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai appelé ma mère et elle me dit faut pas t'alarmer et tout ça. Et puis on va voir, il y a des plantes, il y a ceci. Voilà, donc forcément il y aura une solution. Dans notre famille, on est très féconde. Je préfère que vous en riez. Oui. Parce que c'est des anecdotes que les mamans aiment bien sortir dans les familles. C'est bien de le dire parce que c'est important pour prévenir en fait. Et donc je sors de là et je me rends compte que tiens, c'est déjà bien d'avoir un nom. Ça veut dire que c'est pas dans ma tête, que derrière cette douleur se cache quand même quelque chose. Mais il y a quand même un déni. Sur le coup, parce que vous êtes jeune, c'est vrai que ça se passe il y a quelques années, mais vous êtes en face de moi, vous êtes très jeune. Oui. Et donc du coup, et je me dis non, c'est pas possible. C'est pas sûr que ce soit ça. Et donc je vais faire un voyage à l'étranger, effectuer un voyage à l'étranger, et puis on confirme le diagnostic. Et là, il me dit, il faut qu'on opère. Je fais le voyage. Pourquoi? Parce que j'avais déjà des nodules qui avaient atteint la vessie. Donc du coup, lorsque j'urinais, j'avais très très mal. Très mal au point où j'avais très peur de consommer quoi que ce soit de la journée, de peur d'aller aux toilettes. Au risque d'aggraver encore votre état de santé. Pas aggraver, mais chaque fois que j'allais à uriner, j'avais mal. Non, mais je disais en fait que le fait de ne pas boire non plus, de ne pas s'hydrater, ce n'est pas forcément bon non plus pour l'organisme. Oui, mais vous étiez consciente de ça, mais la peur faisait que... Oui, là sur le coup, on pensait juste à la douleur lors de la miction. C'était pas tant l'effet que ça pouvait causer parce que mais déjà, souffrir en allant uriner, je vous assure, ça vous coupe le souffle. Et donc, et puis aussi, lors des rapports sexuels, c'était très douloureux. Donc, côté intime, c'était plus vraiment ça. Et donc, j'ai dû subir cette intervention. Là, on a dû enlever les nodules endométriosiques qu'il y a autour de la vessie. Ça m'a beaucoup soulagée, quand même, mais la douleur était toujours présente. Parce que j'avais toujours mes règles. Donc, chaque fois que j'avais mes règles, j'avais très mal. Sauf que là, c'est allé plus tard, un peu plus tard, se localiser maintenant au niveau du rectum. Et donc, chaque fois que j'avais mes règles, j'avais très mal à l'anus lors de la défécation. Je ne pouvais même pas m'asseoir normalement. Si je m'assois, puisque je m'appuie sur le fessier, ça fait très mal. Donc, c'était devenu tellement difficile. Mais hôpital sans cesse. Et donc, il fallait encore prévoir une autre intervention. C'est vraiment une maladie handicapante. Très handicapante. Et puis après, il faut pouvoir connaître son corps. Parce que moi, j'ai bien su que mon l'endométriose évoluait. Parce que la prise de médicaments ne me calmait plus du tout. Donc, il fallait que je me fasse injecter matin, midi, soir. Sinon, j'ai envie de dire, chaque 5 heures, 6 heures par jour. Pour essayer vraiment d'être actif dans le milieu professionnel, qu'on ne ressente pas trop ce vide-là au niveau du boulot. Donc, vous devez vous surpasser. C'était le cas. Donc, je me dopais quasiment. Alors, docteur, comment vous expliquez justement les limites en matière de traitement ou même d'accompagnement des patientes ? Alors, on dira que déjà la douleur, c'est quelque chose qui va en crescendo. La douleur, elle est permanente. Et les antidouleurs, les produits qu'on utilise ne sont pas là pour être utilisés. C'est ça une durée, en fait. Et donc, si on va prendre par exemple du paracétamol, tout simplement, de l'efferalgan ou de quelque chose, la durée est de 6 heures.
Au-delà de 6 heures, les effets, à partir de 4 heures à peu près, les effets commencent à s'estomper. Et donc, il faut en prendre. Dans le cas où elle a très mal constamment, il faut bien prendre quelque chose de plus fort. Et plus tu prends de plus fort, il y a toujours une durée. Et puis il y a un délai aussi. Effectivement. Et puisqu'on n'a pas réglé la cause n'a pas été réglée. La cause de la douleur n'a pas été réglée. On reste toujours sur juste soulager la douleur. D'accord. Ah oui, c'est vraiment pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, au niveau de l'administration, on va dire, est-ce que cette maladie est prise en charge ? Pas encore. D'où notre, D'où le fait qu'on aille sensibiliser. La sensibilisation est importante pour que les employeurs sachent que voilà, cette maladie, c'est pas un jeu. Les femmes ne font pas semblant d'avoir mal, mais elles ont réellement mal. Il faut prendre ça en compte. Et les limites, justement, c'est handicapant, pas seulement au niveau physique, mais même ça a un impact sur le travail, à l'école, l'état psychologique. C'est vraiment à tous les niveaux, en fait. Familial. Donc ça peut bloquer l'évolution de la femme ou de la jeune fille, que ce soit pendant les études ou même... Effectivement. Nous avons eu à faire des sensibilisations dans les écoles, mais les jeunes filles, il y a une jeune fille où ses camarades nous ont approchés pour dire que ça fait 2 semaines qu'elle n'est pas venue à l'école parce qu'elle a tellement mal pendant sa période de règles, elle n'arrive même pas à suivre, mais pourtant c'était une étudiante brillante. D'accord. Donc, alors justement, docteur, quand je vous ai présenté, j'ai dit que vous étiez chirurgien pédiatre et vous en parlez tellement bien. Quel est le lien entre la pédiatrie et l'endométriose ? Expliquez-nous. Alors, je suis moi-même atteinte d'endométriose. Voilà pourquoi vous l'expliquez tout aussi bien, vraiment. Et ce qui est vraiment, je vous l'ai dit d'ailleurs avant l'émission, ce qui est bien, c'est que j'ai en face de moi 2 jeunes femmes ravissantes, très souriantes, qui malgré les difficultés, justement, on a l'impression qu'elles ont dépassé un cap, en fait, qu'elles sont à un autre niveau, qu'elles sont plus fortes, du moins par rapport au récit, elles ont l'air vraiment très très fortes. Comment vous faites ? Docteur, tu me regardes ? D'où vous vient cette force ? Je sais pas. Répondre à ça. Dites-moi comment vous faites pour être aussi pétillante malgré tout ce que vous racontez, justement. Moi, pour ma part, je pense que la force vient de Dieu. C'est vraiment Dieu qui permet que nous soyons là devant vous, à cette antenne-là pour partager notre expérience. Simplement parce qu'on se dit qu'il faut pouvoir préserver les autres. Si nous on se bat, si nous jusqu'à présent on n'a pas de solution, c'est parce que sans doute il y a eu une méconnaissance. Donc il faut pouvoir briser ce tabou-là pour limiter le retard de diagnostic. C'est surtout ça. Parce qu'au moins une fois qu'on a mis un nom sur la maladie et sur les symptômes, ça fait beaucoup. Ça soulage. Exactement. Oui. Parce que beaucoup de femmes viendront... beaucoup de femmes viendront, en fait. Ça a été le cas de nous toutes dans l'association. Tu sais pas pourquoi tu souffres, pourquoi tu as des fatigues indescriptibles, c'est-à-dire tu as des douleurs que tu ne comprends pas dans ton corps, dans ton être. Tu comprends rien du tout ce qui t'arrive, personne ne comprend autour de toi. Et donc, ça fait qu'il y a une souffrance psychologique qui s'installe. Et en sachant de quoi on souffre, au moins mettre un nom sur la pathologie nous aide. Ça fait déjà un pas vers, on se dit, vers la guérison, vers, le bien-être en fait. Et au-delà de ça, je pense que l'association, moi, m'a beaucoup aidée. Je pense que beaucoup de femmes aussi, parce que au-delà de Dieu, parce que Dieu est celui qui nous donne la force. Mais la force de l'association, ça a été de nous permettre de nous rassembler, de parler de nos mots. Parce que la parole libère aussi. Bien sûr, Exactement. de parler de nos mots et de se rendre compte qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul à avoir vécu certaines choses, à vivre certaines choses, et on se donne des astuces aussi. À se dire, moi j'ai fait comme ça, quand j'avais ça, j'ai fait comme ça, ça marche, ça marche pas, j'ai essayé, ça marche pas, je vous conseille pas. Et donc ça fait qu'il y a une cohésion, voilà. Alors parlons un petit peu de l'entourage. Comment ces hommes vivent l'endométriose, vos conjoints, vos fiancés, vos maris? Comment ils vivent ça? Est-ce que les hommes comprennent les douleurs mensuelles? Est-ce que les hommes comprennent tout ce qui se passe en vous? Est-ce qu'ils vous accompagnent? J'avoue que c'est une question pertinente parce que quand même, si on fait un pourcentage des femmes avec qui on échange régulièrement dans l'association, je pense quand même que beaucoup de couples se sont brisés à cause de cette pathologie-là.
parce que non seulement la prise en charge médicamenteuse, elle est coûteuse, donc ce n'est pas toujours évident. Et en plus de ça, le fait de savoir qu'on a une femme qui est tout le temps malade, qui doit tout le temps être à l'hôpital, ça c'est lourd. Et avec qui on ne peut sans doute pas avoir une intimité. Oui, parce que le rapport sexuel devient difficile. Ces femmes-là, ça devient difficile. Qu'on n'est pas aussi sûr, pour celles qui n'ont pas d'enfants, d'avoir des enfants. Ça encore, c'est encore plus difficile parce que généralement ces femmes-là sont stigmatisées. On a le regard de la famille, de la belle famille, c'est la pression sociale. Ça reste quand même difficile, vraiment difficile. Et vous avez personnellement été touchée par cet aspect-là ou pas du tout? Est-ce que vous êtes entourée? Est-ce que vous en parlez? Oui, je l'avoue que dans mes débuts, j'ai eu, quand je suis passée par des périodes difficiles sur ce plan-là, parce que je pense que pour le partenaire, c'était douloureux de savoir que elle ne peut pas me donner des enfants, ce combat devient lourd et tout ça. Mais aujourd'hui, heureusement, on met le combat en avant. Heureusement, il y a aussi des hommes qui comprennent, voilà, parce qu'il n'y a pas que le mauvais, il y a du bon. Il y a des partenaires aujourd'hui qui accompagnent véritablement leur compagne dans ce combat autant pour moi. Donc il y en a, oui. Et vous? Un message peut-être, on va changer un message justement à tous ces hommes qui ne comprennent pas. Alors moi je dirais à tous ces hommes d'être patients, parce que aujourd'hui on parle de femmes, mais demain ça peut être l'homme qui présente une pathologie particulière. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on se met ensemble, on se met pas ensemble pour juste faire des enfants. C'est vrai que ça consolide, c'est vrai que ça fait partie de la vie. On se dit, on se met en couple, on va faire des enfants, on a des rêves en fait. Mais lorsqu'on n'a pas d'enfant avec sa conjointe, ça veut pas dire qu'elle est inutile en fait. La femme reste une un conjointe, soutien, elle reste une amie, un soutien, une amie, elle reste une femme dont on a besoin dans sa vie. Et puis bon. Donc les femmes supportent mieux, hein. Oui, bien sûr. Plus que les hommes. Exactement. Mais on demandera aux hommes d'être patients et de les accompagner. Ça fera du bien à leur relation. Alors en tant que personne atteinte de l'endométriose, quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'administration sanitaire, du ministère par exemple, ou des pouvoirs publics tout simplement? Celle qui se sent le plus à l'aise en fait, pour répondre à la question. Nos attentes sont celles-ci. Alors on voudrait déjà que la société sache que c'est une pathologie qui est handicapante, invalidante, et qu'ils prennent en compte sur les plans des assurances, par exemple, prendre ça en charge, aider les femmes à pouvoir mieux se sentir, mieux prendre en charge leur pathologie. Et je pense que ça améliorera la qualité de la femme dans la société, je veux dire la qualité de sa production dans la société. Parce que plus elle n'est pas prise en compte, elle n'est pas aidée par rapport à la prise en charge de cette pathologie, elle tâtonne, elle est seule, il faudrait bien qu'elle sache aussi. Oui, qu'elle sache, voilà. Vers qui se retourner. Et justement, on en parlait tout à l'heure, le meilleur diagnostic, c'est l'IRM pelvienne, qui aujourd'hui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Et donc, du coup, pour peu qu'on soit d'une famille défavorisée, tant qu'on n'a pas ce diagnostic qui nous dit que c'est réellement ça, on continue de vivre avec la maladie et les douleurs. Voilà. Donc, quand on sait que ça commence très tôt, finalement, et qu'on peut vivre très longtemps, donc c'est toute une vie qui peut être gâchée avec. Mais c'est justement ça la difficulté. Autant vous avez des femmes qui ont cette possibilité de pouvoir consulter, faire des examens, autant vous avez d'autres qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire cet examen-là. L'IRM, quand on sait qu'elle est quand même, c'est un examen très coûteux. Et vous avez des personnes à l'intérieur du pays qui... Justement, vous avez des cas, vous connaissez des personnes à l'intérieur du pays, comment elles font? Oui, je pense que lorsque l'on a créé l'association, on avait beaucoup de retours à l'intérieur du pays. Mais vous savez qu'en même temps l'association, une nouvelle association naissante qui vit au minimum des cotisations de ses membres, c'est quand même difficile. Évident, mais quand même on retient que le fait que ces femmes-là ces femmes-là ne se sentaient plus seules. Savoir qu'en réalité, derrière ces douleurs-là se cache ça, et que j'ai quelqu'un avec qui échanger, discuter. Et qu'il y a même une communauté, justement, qui partage et vit la chose. Et pour moi, c'était un premier pas vers la guérison.
D'accord. Et je vais faire un rappel justement parce qu'en décembre, lors de la journée mondiale du sida, il y a eu cet appel aux communautés. Parce que souvent, on a l'impression que quand on est malade, on est seul. À la limite, ça se limite à la famille directe ou aux amis proches. Mais le pouvoir de la communauté, justement, vers cette guérison-là est important. Donc, il faut vraiment, je pense, passer un message aussi à toutes ces personnes-là, que ce soit les membres de la famille, les conjoints, les amis, les communautés religieuses. Chacun a son rôle à jouer pour accompagner ces personnes malades. Là, ça, c'est vraiment important. Je pense qu'il faut vraiment jouer là-dessus pour aider la personne malade, parce que quand on est seul, c'est vrai que c'est difficile, mais quand on est entouré, c'est plus facile de surmonter les douleurs, c'est plus facile de savoir qu'on n'est pas seul, quand bien même l'autre ne vit pas la chose. Malade ou pas malade, on doit déjà être solidaires les uns envers les autres. Tout à fait. Voilà. Mais quand on est en face quand même des personnes souffrant d'une pathologie particulière, il est quand même important d'avoir un regard encore particulier, bien sûr, une attention, parce que je pense que pour ces femmes-là, pour moi par exemple atteinte d'endométriose, avec les hormones, avec ceci, donc saut d'humeur, changement, je parle là sous le contrôle du médecin, c'est fréquent. Et donc il faut avoir quelqu'un déjà qui sache ce que c'est la pathologie, ce qu'il y a derrière ça, et finalement la personne aura la bonne attitude. C'est ça. C'est vraiment ça. Donc du coup, on va pas. C'est pas pour. Je vais prendre une expression. C'est pas pour chipoter. Non. C'est pas que nous sommes assez flemmardes. Non. C'est que à un moment donné, on a besoin des personnes véritablement qui nous comprennent, qui nous écoutent, des personnes présentes. Oui. Voilà. C'est ça le plus important. Et pour revenir sur votre cas, donc aujourd'hui, vous avez subi 2 opérations. 4 ou 5. D'accord, donc la première fois au niveau de la vessie, la deuxième fois au niveau... rectum, ensuite célio et ensuite une autre. En fait, les adhérences, pour ma part, j'ai une endométriose profonde. D'accord. Très profonde même, au point où je saigne désormais par l'anus. Pendant vos règles? Pendant les règles. J'ai cru à un temps que c'était des hémorroïdes. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle la coloscopie. Exactement. Et on m'a donné un traitement, ça allait. Et puis, en regardant mon corps, je me suis rendu compte que chaque mois, une semaine avant mes règles, je commence à saigner par l'anus. Donc, ça n'avait rien à voir avec des pratiques ou autre chose? Autre chose, non du tout. C'est simplement que j'ai des atteintes donc au niveau du côlon. Et en dehors de là, vous avez d'autres endroits qui saignent éventuellement ou uniquement Non, enfin, je veux dire, c'est le signe. Lorsque je commence à saigner par l'anus, c'est pendant une semaine et après je saigne par l'avant et mes règles durent 2 semaines ou 3 semaines, c'est selon. Et durant cette période-là, c'est très douloureux. Donc, je ne suis bien dans le mois que quand j'ai mes règles une fois. Mais vous imaginez, la douleur est tellement intense que je suis arrivée à un niveau où je préfère être sous ménopause. En fait, c'est comme une épée Damoclès sur la tête. On vous a mis sous ménopause artificielle, comme le disait le médecin tout à l'heure. C'est par voie médicamentale, comment ça se passe? Oui, je fais une injection chaque mois ou encore tous les 3 mois, une injection. Le médicament que je prends coûte en moyenne 150 000 sans assurance, sans la CNAM-GS. Wow. Le mois, et si c'est pour 3 mois, ça fait 375 000 chaque 3 mois sans assurance, mais avec l'assurance maladie, je pense qu'on revient à 50 000, 60 000 chaque mois. Même ça, c'est toujours cher. C'est toujours cher, bah oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, vous avez d'autres charges. Exactement. Bien Donc sûr. du coup, vous faites cette injection-là chaque mois, ça vous coupe vos règles, vous semblez avoir une meilleure vie parce que vous n'avez plus totalement mal, mais les douleurs, vu que si vous avez déjà une endométriose qui s'est localisée à l'extérieur de la cavité utérine, donc moi j'ai une endométriose aussi diaphragmatique, donc j'ai tout le temps... Ça touchait, je pense, le nerf, je pense toujours quand on est docteur. Donc j'ai tout le temps mal à l'épaule. Vous allez faire la radio, vous n'allez rien voir, mais c'est vraiment la douleur, elle est persistante. Elle est persistante. Alors là, je suis obligée de prendre souvent des anti-inflammatoires. Et donc face à ça, vous êtes sous ménopause, vous n'avez plus vos règles, mais vous avez des bouffées de chaleur en permanence. Donc
vous avez tout le temps chaud et vous avez mal aux articulations, parce que qui dit ménopause, c'est comme si vous avez en face... Mais vous avez tous les symptômes du coup d'une dame. Exactement. C'est le prochain sujet. Parce que c'est tout un univers aussi, le monde de la ménopause et l'après-ménopause et tout le reste. Et on n'en parle effectivement, pas. On n'en parle pas du tout. Préparer la femme à... Sans compter les conséquences de ces médicaments qu'on ingère tous les jours, qu'on ingère... C'est pas sans effet. Voilà, c'est sans pas effet sans effet, secondaire. effectivement. Parce qu'après, il y a une atteinte osseuse. Si elle continue sous ménopause tout le temps, ça fragilise les os. D'accord. Donc, un petit peu comme les femmes à partir d'un certain âge. Donc il y a vraiment un revers de la médaille. Exactement. C'est-à-dire que vous faites un choix. Et vous avez fait ce choix-là pour le moment. C'est un choix que vous pouvez arrêter d'un mois à l'autre ou c'est définitif? Non. En vérité, je prends mon traitement, on conseille 3 mois. À la limite 6 mois maximum. Après, il faut arrêter les injections pour que les règles reviennent. Sinon, vous risquerez donc de rentrer totalement dans la ménopause. Exactement. Alors, aujourd'hui, quand on sait la souffrance qu'on traverse pendant les règles, c'est une question qui est peut-être un petit peu difficile, mais est-ce que le choix de la ménopause totale, je peux comprendre votre question. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question de savoir à mon âge, parce que j'insiste, vous êtes très jeune, est-ce qu'à mon âge je fais le choix de la ménopause ou je fais le choix de la ménopause temporaire juste pour me soulager? Je pense qu'à un moment donné vous n'avez plus le choix. Parce que lorsque vous avez mal et que vous pleurez toutes les larmes de votre corps et vous voyez que franchement il n'y a pas de solution, vous dites tant qu'à faire, je préfère ne plus souffrir en termes de douleur, essayer d'avoir une vie paisible où je peux vaquer normalement à mes occupations, je peux avoir un rendement au milieu professionnel, je peux avoir une rencontre avec une amie, sortir tranquillement. Sans vous poser de questions. Voilà, sans me poser des questions. Autant choisir la ménopause. Parce que lorsque j'ai mes règles, je suis hospitalisée au moins 4-5 jours. Et quand on vous parle d'hospitalisation, c'est qu'on vous dope. Je suis arrivée à un niveau où je connais mon corps. Si on me met un seul perfalgan, ça passe pas. Il faudrait que 3 perfalgans s'enchaînent du coup avec associé après à une perf G5 d'acupant, de spasfon et de trabar. Une fois j'ai ça enchaîné, la douleur se calme un tout petit peu. Et si jamais on me dépique dans les heures qui suivent, mais j'aurai juste 1 heure de temps et après la douleur va revenir de plus belle. Donc en fait, comme je connais mon corps, je sais que je dois être sous perfusion au moins les 3 ou 4 premiers jours de mes règles. Après, je peux continuer avec le trabar. Là, je me sentirai un peu mieux. Mais si j'ai loupé les perfusions les 3 premiers jours, alors là, c'est infernal. C'est difficile. Effectivement, mais vraiment, d'abord, bravo à vous, parce que sincèrement, je m'attendais à beaucoup d'informations, mais là, je me rends compte qu'il faut vraiment être des guerrières, en fait, pour affronter ça. Ça ne doit pas être facile. Et je pense qu'il y en a encore. Alors, juste un mot avant qu'on ne parte plus loin, qu'on avance parce qu'on tire vers la fin de l'émission. Docteur. J'aimerais d'abord rappeler que l'endométriose n'est pas contagieuse, parce que beaucoup d'hommes me posent la question. Finalement, ces hommes, on se pose des questions sur leur QI et tout le reste. Rassurez-nous, c'est pas contagieux. Non, du tout. C'est pas contagieux du tout. Et donc. Est-ce héréditaire? Oui. Quand on dit oui, parce que certaines études, bien sûr, en Europe, ont démontré que une femme sur une femme qui présente des règles douloureuses, il y a forcément si on regarde dans la génétique, ou une tante, une grand-mère ou la mère en question a quand même eu des règles douloureuses, et donc ils pensent qu'il y a 6% de génétique à l'intérieur. Ah oui, quand même. Et vous, dites-nous, qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes qui vous écoutent, à toutes celles-là qui, tous les mois, souffrent de douleurs, pensant que c'est normal, parce qu'on nous a toujours dit que oui, les règles, ça fait mal. Je suis la première à le penser. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut consulter, puisqu'on comprend qu'en vérité, les règles ne sont pas censées être douloureuses. Donc, qu'est-ce que vous avez à leur dire ? De simplement que toutes les femmes
qui se retrouveraient dans les différents symptômes que le docteur a évoqués tout à l'heure, de pouvoir donc se rapprocher d'une structure hospitalière, d'un médecin pour poser le diagnostic. Parce que je pense que plus tôt on est diagnostiqué, plus tôt on essaie quand même de préserver sa qualité de vie. Parce qu'en tant que femme atteinte d'endométriose aujourd'hui, si j'avais été diagnostiquée un peu plus tôt, si on avait eu connaissance de cette maladie un peu plus tôt, je suis sûre qu'on aurait préservé quelque chose, les ovaires, enfin tout ce qu'il y aurait pu aujourd'hui pu me permettre de pouvoir reconnaître les joies de la maternité et ne pas souffrir autant. Mais je voudrais quand même faire ressortir que c'est pas tant l'infertilité le problème, ne pas arriver à concevoir, c'est la difficulté de la maladie. Oui. Difficulté de la maladie, c'est la douleur. Après, ça reste un parcours du combattant. Parce que même ce pan-là, je pense qu'on ne l'a pas abordé, on n'en a pas pu. Mais on reviendra là-dessus de toutes les manières. Je pense qu'on va refaire une autre émission dessus parce qu'il y a énormément à dire. Et puis c'est quand même, je pense que c'est quand même dommage de passer sous silence tout ça quand on sait qu'on a des gens autour de nous qui vivent avec ça au quotidien et que en moyenne une personne sans maladie qui est en bonne santé va vivre au moins entre 40, 50 ans voire plus. Ça voudrait dire vivre autant de temps avec ces symptômes-là. Donc je pense qu'il y a quand même une importance à accorder à ce sujet encore plus, je pense. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que vous travaillez ? Oui. Comment ça se passe ? Les employeurs, est-ce qu'ils comprennent ? J'avoue que comme moi-même je suis responsable, mais il est quand même arrivé où des fois mes collaborateurs m'ont vu souffrir. D'accord. Au cours de certaines réunions où j'ai pas pu tenir, j'ai dû suspendre parce qu'il fallait que je rentre ou me rapproche d'une structure hospitalière. Et là, face à la douleur, je pense qu'on n'a pas honte. Non, mais ça c'est sûr. Clairement, on n'a pas honte. Il m'est aussi arrivé des fois où je me suis enfermée dans mon bureau et j'étais sous perfusion. Dans le bureau. C'est une confidence. On croise les doigts, on vous promet qu'on va rien dire. Mais puisqu'on m'écoute, c'est plus confidence. Justement. Mais c'est simplement pour dire que l'on se surpasse parce qu'on a des objectifs à atteindre. Et beaucoup, malheureusement, ne s'en rendent pas compte que ces femmes-là, malgré toutes ces difficultés-là, elles sont debout, elles sont braves, elles sont belles, elles font tout vraiment pour donner le meilleur d'elles-mêmes. On est en plein dans la thématique de la journée mondiale des femmes. Investissez en faveur des femmes. Et je pense que ce serait l'occasion d'investir dans la santé, d'investir justement dans la prise en charge liée aux maux et aux maladies que rencontrent toutes ces femmes-là qui s'accrochent au quotidien. Parce que, excusez-moi, c'est vous accrocher en fait pour rester debout, pour rester active aussi, parce que vous avez des charges, vous avez des enfants, des loyers, etc. Donc forcément, il faut vous accrocher. Et je pense que c'est l'occasion justement, aux chers pouvoirs publics, d'essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe en fait au sein de cette population-là, parce que les femmes, excusez-moi, restent quand même le pilier de la société. Qu'avez-vous l'intention de faire pour elles ? Moi, je demande, parce qu'on est là aussi pour ça. À un moment donné, il faut vous asseoir et essayer de trouver des solutions. La prise en charge au niveau de la CNAMGS, c'est d'abord la base, je pense, pour certaines pathologies. On a des maladies chroniques comme le diabète et autres qui sont pris en charge. Et c'est l'occasion justement de faire entrer les discussions autour de l'endométriose. Donc vraiment bon courage à vous mesdames. Essayez de cogner aux bonnes portes. Le Gabon est en plein mouvement, donc c'est le moment. Et il est quand même important de souligner que contrairement aux années précédentes, cette année quand même on a le soutien du ministère de la Santé et de l'Éducation nationale. Mais c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas. Je pense que de façon progressive, nous allons y arriver. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, l'endométriose, en vérité, n'est pas encore reconnue comme maladie chronique. Non. C'est ça le premier combat, je pense. C'est vraiment le premier combat. En tout cas, bon courage à vous. Merci. Alors, le mot de la fin, à vous, docteur. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire ? J'aimerais tout simplement dire que toutes les femmes qui se reconnaissent dans les symptômes, vraiment, il faut consulter, ne négligez pas aux parents, parce que déjà, quand l'enfant vient se plaindre et dire que « Maman, j'ai très mal, j'arrive plus à supporter malgré
le petit paracétamol, le Doliprane, malgré le Spasfon, il faut déjà se dire qu'il faut observer cet enfant-là au moins sur une certaine durée, peut-être sur 1 an, 6 mois. Et si les douleurs s'accentuent, si les douleurs ne sont plus maîtrisables, il faut aller consulter et aussi parce que c'est pour préserver leur vie, c'est pour préserver leur qualité. On rappelle aux auditeurs et surtout aux auditrices que le médecin référent, du coup, c'est le gynécologue. Oui. D'accord. À vous, madame, le mot de la fin. Alors, avec une lueur d'espoir. Parce que vous avez le sourire, donc je n'aimerais pas rester sur une note triste. Laissez-nous un message d'espoir et d'espérance. Il n'y a pas de note triste. Moi, mon mot généralement, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Forcément. Et je voudrais donc surtout remercier toutes ces femmes-là qui se battent à leur niveau, qui sont dans l'association, qui essayent à leur manière de briser le tabou, de remercier également ces endoproches. Parce que dans l'association, on a des endoproches, des personnes qui ne sont pas malades, mais qui nous soutiennent. Voilà, donc vraiment nos remerciements. Et puis, on espère que tous les acteurs épris de problématiques de santé publique vont se réunir autour de cette cause pour qu'enfin l'endométriose soit reconnue comme une affection longue durée ou que véritablement il y ait une prise en charge au niveau du Gabon. D'accord, très bien. Alors, avant de conclure cette émission spéciale, permettez-moi de m'adresser directement à vous, mesdames, qui nous écoutez, en particulier à celles qui ressentent, donc, comme on l'a dit, les symptômes dont nous avons parlé aujourd'hui et qui n'ont pas encore consulté. Donc, si vous souffrez de douleurs pelviennes chroniques, c'est-à-dire qui reviennent régulièrement tous les mois au moment de vos règles, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de santé parce que normalement, les règles ne sont pas douloureuses, nous l'avons bien compris. Donc, votre santé et votre bien-être sont primordiaux. Il est crucial de ne pas ignorer ces signes. L'endométriose peut avoir un impact significatif sur votre qualité de vie, mais il existe des options de traitement et des professionnels de santé prêts à vous aider et à vous accompagner, notamment les psychologues. Aujourd'hui, nous savons qu'au niveau du Gabon, il y a une association qui est présente d'ailleurs sur Facebook, sur les réseaux. Je vous rappelle leur numéro de téléphone. Si jamais vous vous reconnaissez dans ces symptômes-là, vous pouvez les contacter au 065 73 51 85, 065 73 51 85. Vous avez également le compte Facebook, donc Endofi Gabon, ENDOFI Gabon. Ils ont un site internet également, donc ce qui est pratique. Donc vous pouvez éventuellement vous rapprocher d'eux directement. Si vous ne souhaitez pas sauter le cap et aller vers les médecins, elles seront en mesure de vous donner le maximum d'informations. Ensemble, en brisant le silence autour de l'endométriose, en éduquant et en sensibilisant davantage, nous pouvons faire progresser la recherche, améliorer les diagnostics, les traitements et surtout offrir un soutien précieux à toutes ces femmes qui en souffrent. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Des millions de femmes à travers le monde comprennent ce que vous vivez et ensemble, notamment au niveau du Gabon, nous pouvons tous faire la différence. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous, chers invités, pour vos précieux messages. Merci pour toutes ces émotions, parce qu'on en a eu quand même pas mal. Merci à tous donc de nous avoir rejoints aujourd'hui et nous espérons vous retrouver en bonne santé la semaine prochaine. À bientôt. En partenariat avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, retrouvez Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs sur Akoum Radio 98.3 FM. Tous les lundis à 10h, rediffusés les mercredis et vendredis à 10h, ainsi que les lundis, mercredis et vendredis à 15h. Yemi, votre partenaire de santé publique. Yemi, votre partenaire de santé publique. La musique africaine, c'est sur Akoum Radio 98.3. Vous êtes sur Akoum Radio 98.3.